Marc Labrèche. Hey Herbie, Comment vas-tu? Ça va bien toi? Écoute, Marc Labrèche, le réalisateur. On parle à Marc Labrèche, le réalisateur, pour Le Cri du rhinocéros. Ouais. Le Cri du rhinocéros, c'est vraiment l'histoire de... En tout cas, c'est à l'intérieur de mon documentaire, mais le documentaire, lui, il porte sur autre chose. Il porte sur des artistes que j'ai eu le bonheur de rencontrer, puis avec lesquels j'ai eu le bonheur d'échanger sur la question, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, tu aies tout dit ce que tu avais à dire? Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu t'en rendre compte? Si tu t'en rends compte, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est facile d'arrêter? Est-ce que c'est facile est-ce qu'ils pensent à ça, se renouveler? Est-ce que... c'est sûr que... J'étais complètement habité par mon sujet. Je ne désirais qu'une chose, aller parler à tous les artistes du monde, dans toutes les langues et dans tous les pays. Je décidai de traverser en Europe, où j'avais là quelques amis qui feraient belle figure dans la discussion. J'ai attendu l'aube, puis je suis parti vers la France, à marée basse. Dis-nous un peu qui t'a rencontré. Ah, mon Dieu, de mémoire, il y a Xavier Dolan, Ariane Moffat, Denis Arcand, Atomé Goyan, John Irving, Jonathan Franzen, Patrice Lecomte. Peut-être que je suis devenu trop vieux, peut-être qu'on ne fait plus confiance, je sais pas. Albin de la Simone, Mathieu Chédid, Robert Lepage. Je ne me mets jamais comme limite de dire, bon, mais là, il ne faut pas jamais qu'on refasse une affaire qu'on a déjà fait. J'étais vraiment dans un état d'esprit où chacune de ces personnes-là, je présumais qu'elle allait m'apprendre quelque chose puis me dire quelque chose que l'autre d'avant m'avait pas dit. Mais évidemment, c'est une réflexion très personnelle, là, mettons. Puis chacun fait son chemin puis a sa respiration pour en parler. Ce qui veut dire que je peux avoir autant de plaisir et d'émotion, si on veut, à écouter Robert qui a un flow, qui est comme Robert Lepage, qui est comme un flow presque de pédagogue qui fait une conférence là-dessus, par exemple. Moi, j'ai pas de recette, j'ai aucune idée, et c'est ça aussi qui est déstabilisant pour la plupart des gens avec qui je travaille, parce que j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. J'ai aucune vision de ce qu'on va faire. Tu parles de quoi? Tu parles d'une impression, d'une émotion? D'une ressource, d'un élément poétique, ou d'un objet, ou d'une thématique lousse. Puis, j'ai autant de plaisir à écouter Charlotte Gainsbourg qui se livre très petit mot par petit mot, instant. Qui dit justement que elle voit une date de péremption à sa carrière d'actrice. L'actrice, elle dit, je ne veux plus jouer, je suis pas capable de me regarder vieillir à l'écran, je suis pas capable de vivre avec l'idée de... Dis-moi, les femmes qui arrivent à dire « Ah non, écoute, il faut s'assumer comme on est, à l'âge qu'on a. » Puis ça, elle dit « Moi, non, ne me tente pas, là, vraiment. Je veux pas aller... La retraite, pour moi, c'est un truc que ça n'a pas de sens. Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir cet accès privilégié-là, mais lorsqu'ils sont en promo, alors que là, ils ont été généreux, assez généreux, pour t'accueillir. Ouais. Moi, on m'avait déjà dit un jour, on voulait avoir Julia Roberts, on m'a dit « Julia Roberts, elle fera pas d'entrevue si elle n'a pas un film à vendre. » Et là, tous ces gens qui étaient là n'avaient absolument rien à vendre. Et ils ont accepté. Pour moi, ça ajoute à la valeur de ton œuvre, parce que c'est une œuvre. Ben, t'es charmant, mais c'est vrai, mais ce que tu dis par rapport à eux, c'est vrai qu'ils sont... C'est formidable d'avoir cette... Mais je peux comprendre aussi, je suis hyper redevable, là, puis hyper reconnaissant, mais je peux comprendre aussi, c'est le fun d'aller parler quand t'es pas en représentation, quand t'as pas à faire de promo, justement. Tu sais, on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire. Mais tu le fais, tu le fais peu, toi, personnellement. Oui, c'est ça. Ben non, mais je veux dire, non, c'est ça. Parce que d'habitude, ce genre de conversation-là, je les ai avec mes amis, je les ai avec mes enfants, je les ai avec, mes amis proches, mais c'est pas des questions, puis c'est formidable qu'ils aient accepté, puis je pensais pas en avoir autant, puis c'est sûr qu'on a demandé à plus de monde, parce qu'on se disait, mais là, finalement, on se rend compte que c'est peut-être que il y a des timings qui sont bons des fois, puis tu sais pas. Là, à chaque livre, j'essaie de dire complètement autre chose. Et sans m'en apercevoir, je répète exactement la même chose. Il y a toujours quelque chose qui est un moteur pour moi. C'est comment je fais des gaffes, comment je sens que je fais des erreurs. Ce genre de conversation-là, tu le dis, on l'a d'habitude avec ses amis, la famille. Et
quand on connaît pas la personne, c'est souvent avec le psy. Est-ce que... Peut-être, oui. Est-ce que à un moment donné, tu as eu l'impression que les gens, ces artistes-là, se livraient comme s'ils étaient chez le psy? Est-ce qu'à un moment donné, tu as fait comme, mon Dieu, on est des... Ouais. Je comprends ce que je veux dire. Oui, très bien. Je pense qu'il y en a qui sont allés assez loin quand même dans afficher leur... Je prends par exemple Jonathan Franzen. J'arrivais à un moment dans le timing de ça, il dit... T'arrives à un moment, ça faisait, je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois qu'on savait qu'on allait le rencontrer en Californie. Mais on arrive le jour de l'entrevue, c'est le jour où il envoie la dernière correction de son dernier manuscrit à son éditeur, puis où il ferme la porte à quelque chose, puis qu'il a terminé un livre. Et qui dit, il y en a un autre en chantier, mais là, il est dans une période hyper... fragilisante, il dit lui-même, de savoir, je vais-tu encore être capable de recommencer ce travail-là? So you would be able to stop writing. Oh, it killed me. Puis là, il commence à me parler de façon tout à coup, comme tu dis, un peu très intime sur son processus à lui, puis il dit, je me lève le matin, puis je sens pas, je l'ai pas, puis il n'y a rien de plus désespérant pour un auteur que de se lever, puis pas croire au projet sur lequel il est supposé travailler cette journée-là. C'est tout le contraire du bonheur. Je sais pas si j'ai encore des personnages en moi, puis ça, puis là, ces révélations-là, coup sur coup, puis je fais, c'est formidable. Pas, je me délecte pas de son malheur ou de son désespoir du moment, mais je fais, c'est formidable. Je me suis pas déplacé pour rien. Oui, d'une part, puis c'est admirable, sans ramener ça à moi, c'est pas ça, mais la générosité, puis l'humilité qu'ont ces gens-là qui ne me connaissent pas, qui m'ont jamais vu, qui arrivent, puis qui me parlent comme si on était proches de choses très intimes et dans un état de vulnérabilité puis de candeur qui moi, m'a ému beaucoup, là. Est-ce que ça se peut qu'un artiste arrive à un point où il a tout dit ce qu'il avait à dire? Oui, je pense que c'est possible d'avoir tout dit. 58 ans, à quel âge tu as commencé à te poser cette question? Je pense que tout le monde se la pose sérieusement, pas tous les jours, tout le temps, dès le réveil, là, mais je veux dire, je pense que c'est présent tout le temps depuis le départ. D'un projet à l'autre, à chaque fois que tu recommences quelque chose, c'est à la fois la joie de faire ce métier-là, puis ça une de ces lourdeurs, si on veut, mais qui n'est pas vraiment une lourdeur, non, mais qui est vraiment comme une des choses qui challenge beaucoup les gens, c'est qu'à chaque fois que tu recommences, tu repars de zéro, avec un peu plus d'expérience à chaque fois, idéalement, mais il reste toujours que ton état d'esprit intérieur, c'est toujours de dire, vas-tu y arriver? C'est-tu correct? Suis-tu à la bonne place? Fais-tu ça comme il faut? Est-ce que les gens vont être intéressés par ça? Est-ce que ça va résonner chez quelqu'un? Ça vaut-tu la peine que je consacre un an et demi de ma vie là-dessus? Puis bon, mais c'est formidable. Mais c'est vrai que c'est insécurisant, puis il faut apprendre à apprivoiser le doute. Puis ça, c'est merveilleux dans la vie, par exemple, d'apprivoiser le doute. C'était formidable. Mais ça règle pas tout non plus. En tout cas, mon cher Marc, t'es très loin de ta date de péremption parce que tu sais encore raconter des histoires. T'es trop fin, Herbie. Non, mais je dis pas ça pour être fin. Non, mais je sais que on me voit toujours comme le gars qui est complaisant puis qui aime tout le monde, mais vraiment, là c'est mon moment où on va retourner la caméra puis tu vas commencer à me poser des questions. Oui, ça me donne envie de ça. Tu sais, j'ai eu 50 ans, hein. L'âge des... tu vois, c'est la beauté d'arriver là. Vraiment, là, d'arriver à être... Non seulement, évidemment, tout le monde se pose des questions, puis on n'attendra pas à 50 ans pour le faire. Mais là, plus que jamais. Mais, oui, mais on se les pose. Parce que j'ai encore une pertinence dans ce que je fais. Oui, ça, c'est sûr. Mais en même temps, il y a un détachement qui arrive, qui n'était pas là avant. Puis ça, c'est assez jouissif, parce que ça amène vers la résilience, puis l'humilité de dire, bon, ben, regarde, puis que la vie, là, on le sait-tu pour vrai, là, que c'est la famille, les enfants, l'amour, puis les amis, là. Ouais. Ma vie était belle, et j'étais content. Yeah! Je t'aime, Marc. T'es femme aussi. Merci. Passe une belle journée.